y a plein de nouveautés, je me dis merde, j'ai dû en rater. Donc ici, section qui complétera. Donc effectivement, en plus c'était une nouveauté au singulier dans le titre. Donc voilà. Je fais aussi partie du GHV et j'en suis très fière. Et c'est vrai qu'on a fait une session cette année. Pourquoi on parle d'hémorragie? C'est pour ça. Ça reste un vrai problème. Cette diapo d'une étude de Grenoble, je la présente toujours, d'abord parce que c'est des copains, mais analyser ses pratiques et analyser sa population, c'est toujours extrêmement intéressant. Ils ont pris dans leur réseau de trauma, qui a juste 15 ans d'avance sur notre réseau trauma dans le Nord, tous leurs décès, et ils ont épluché tous les dossiers un par un, en regardant de quoi les patients étaient décédés, et si oui ou non il y avait eu des erreurs dans les prises en charge. Sur 150 décès, il y a eu 170 erreurs de prise en charge. Soit le malade a été admis dans un mauvais hôpital, soit il a eu son scanner trop tard, soit la chirurgie n'avait pas été faite. Alors tout au long de la prise en charge d'un parcours d'un traumatisé grave, les erreurs étaient extrêmement variables, mais il y a eu 170 erreurs qui avaient été commises, et peut-être ce qu'ils ont appelé des morts évitables. 150 patients n'auraient pas dû mourir, et si on avait changé nos pratiques, si on avait mieux fait, ces patients ne seraient pas décédés. Et quand on regarde de quoi ces patients décèdent, et on voit que la moitié de ces morts évitables sont dues à des problèmes de choc hémorragique. Donc, aller très vite, réfléchir très vite, que ce soit aller au bon endroit pour le bon médicament, faire le bon diagnostic, ça reste un challenge en soi. C'est extrêmement bien montré dans la prise en charge des traumatisés. Et je pense que dans nos prises en charge au bloc opératoire, quand ça commence à saigner, trouver tout de suite d'où ça saigne, quoi faire, quel produit, est-ce que c'est le chirurgien, est-ce que c'est l'hémostase, est-ce que c'est un trou dans un vaisseau, c'est des choses qui sont absolument essentielles, de trouver vite la cause pour savoir quoi faire. Toute la physiopathologie qui est, je ne vais pas vous la refaire, je vous promets, je vous rassure, aujourd'hui, c'est surtout quel facteur. Donc où est-ce que j'agis dans la physiopathologie de cette coagulopathie qui est assez bien connue maintenant dans le cadre d'un choc hémorragique, principalement dans le trauma, c'est qu'il faut un traumatisme, il faut un état de choc, tout ça va activer le système de l'endothélium vasculaire. Et de quoi on va parler? Les plaquettes, on en a déjà parlé, on ne parlera pas d'activation, on ne parlera pas d'hypothélie, je vous rassure. Mais il y a une diminution de l'activité de ces facteurs de circulation, qui sont une acidose qui réduit leur activité. Ces facteurs, ils vont être aussi consommés, leur but c'est de faire un caillot, donc ils vont être utilisés, donc il y en aura moins. Ces facteurs, ils vont être perdus, puisqu'il y a un trou dans un vaisseau, donc on saigne, les facteurs de coagulation vont partir avec. Et puis il y a aussi toute notre réanimation. On va évacuer les patients, on va en général avoir des patients qui sont un petit peu en hypothermie. Donc c'est toute cette prise en charge pour remettre à niveau notre nombre et notre qualité des facteurs de coagulation. On a aujourd'hui plusieurs produits et qui sont en train vraiment de se développer. On en a parlé tout à l'heure du risque toujours de la balance entre l'hémorragie et la thrombose, surtout qu'on sait que dans le cadre notamment de l'hémorragie sévère massive et du trauma, on est en général au début, dans les premières heures, dans un phénotype de saignement, d'hémorragie, mais très rapidement on va basculer dans un phénotype thrombotique, et on a toujours peur en disant, ben voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis déjà là à 12 heures plutôt chez un malade qui va thromboser ou plutôt là sur un malade qui saigne? Donc là, comme l'a dit Anne, on ne peut pas être au milieu et rien faire. Il faut décider, soit on est dans un cadre d'hémorragie et du coup il faut traiter l'hémorragie sans attendre. Pour ça, on a des critères cliniques et c'est très important. Vous allez discuter, vous allez passer au déchocage, vous allez discuter avec les gens de la régulation du SAMU, de parler la même langue. En général, on a plein de scores qui nous disent wow, c'est hyper grave, le malade va mourir. Et là, on a enfin un score qui ne dit pas que le malade va mourir, qui dit le malade il va saigner. Donc organisez-vous pour tout mettre en place pour prendre en charge ce saignement qui s'appelle le red flag. Ou dans le trauma, si on vous dit il y a un bassin instable, le choc index c'est un peu plus facile, hein, c'est la fréquence cardiaque sur la pression artérielle systolique. S'il va plus vite qu'une attention, un choc index supérieur à 1, si le malade est intubé, si les mots Q
initial est inférieur à 13, il y a quelques années, 13, ça va, il est bien. Ben non, en fait, déjà 13 c'est grave, parce que c'est souvent des hommes jeunes, un peu fumeurs, qui ne sont pas encore végétariens, donc ils sont plutôt à 16 grammes d'hémoglobine, et ça veut dire qu'ils ont déjà perdu 3 points. L'hémoQ à l'hôpital c'est 11, on s'inquiète vraiment en 11, et une pression artérielle moyenne inférieure à 70. Si vous avez, notamment Kremlin-Bicêtre, deux de ces critères, ils activent leur procédure de transfusion massive. Ou allez en général, on garde le seuil de 3 critères de transfusion massive, et du coup, on diminue le nombre de faux positifs qui ont une vraie hémorragie. Mais c'est vraiment ça s'appelle parler la même langue et avoir demandé le réflexe, demander le chevalet, c'est quand même rien de plus simple que ça. Donc maintenant, quand on regarde les recommandations européennes et la dernière version, c'est assez récent, 2023, comment est-ce qu'on va mettre des facteurs de coagulation? Qu'est-ce qu'on nous propose dans la prise en charge d'un choc hémorragique par train? Deux possibilités sur la réanimation initiale. Soit on va utiliser classiquement des PFC avec des concentrés de globules rouges, avec, Fanny l'a rappelé, des plaquettes très vite. Ça on connaît bien, on sait faire. On fait un ratio 1-1-1 ou 1-1-2. Soit encore recommandé de faire des concentrés de fibrinogène ou des cryoprécipités. On n'en a pas en France, mais vous le verrez beaucoup dans la littérature. Les cryoprécipités, c'est du fibrinogène, un peu de facteur 13, un peu de vibrante. Enfin bon, c'est pas très grave, mais surtout c'est principalement du fibrinogène avec un peu de facteur 13, avec des concentrés de globules rouges. Alors ça, on a quand même des nouveautés. Le fibrinogène, je ne peux pas vous refaire toute la littérature. Il y a eu mille littératures. Il y a 10 ans, on en faisait beaucoup, on en faisait tout de suite, on faisait des grosses doses, après on a un peu baissé. Après, il y a ceux qui ont dit vous avez raison, vous avez tort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans fibrinogène, il n'y a pas de coagulation. Il faut maintenir un taux qui est en général entre 1,5 et 2. C'est le premier qui va baisser quand vous prenez un malade en choc hémorragique. Donc, quand vous avez un fibrinogène bas, c'est un facteur indépendant mortalité et de saignement et de consommation de produits sanguins, donc ça vaut le coup de doser votre fibrinogène, mais la réponse thérapeutique n'est pas uniquement que faire du fibrinogène. Là, il y a une bibliographie qui est récente, Cryostat. Cryostat, il y a quand même beaucoup de patients, 1500 patients, il y a ces 20 études multicentriques. Ces patients sont randomisés en 2 bras. Les 2 bras vont recevoir la thérapie de choc hémorragique classique, et puis il y a 800 patients qui vont recevoir très précisément une grosse dose de cryoprécipité, donc une grosse dose de fibrinogène. C'est un peu ce qu'on faisait avant, mais là il y a vraiment une étude prospective qui regarde soit dans le bras de 800 patients, réanimation ratio 1-1-1, avec du fibrinogène, avec aussi des cryos, et l'autre bras qui va avoir la réanimation classique 1-1-1 et beaucoup de fibrinogène. Est-ce que ça nous donnait une réponse? Et la réponse, elle est quoi? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence sur la cause de mortalité ni sur la consommation de produits sanguins. Donc aujourd'hui, on sait que réanimer, et là je parle dans un cas de trauma grave, d'hémorragie massive, le fait de mettre tout de suite des très grosses doses de fibrinogène ne change pas, n'améliore pas les patients quand on regarde dans la population globale. Quand on regarde dans les patients qui ont un traumatisme fermé, on a l'impression un petit peu qu'à J30, il y a une différence. Donc là, peut-être mettre du fibrinogène, c'est plutôt bien. Par contre, sur les traumatismes ouverts, c'est vraiment l'inverse. Donc, on ne fait plus aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire, faites des grosses doses de fibrinogène à l'arrivée, votre patient va aller. Ça, c'est un article que j'ai trouvé récemment, c'est une pratique qu'on fait dans le monde, chacun un peu différent, de nos transfusions massives. Qu'est-ce qu'on va faire en France? En général, on va réanimer 1-1-1, un concentré de globules rouges pour un PFC, pour une unité plaquettaire à chaque round. Et puis, il y a toute la partie, on en parlera après un petit peu de son total, et plus ou moins, on associe au nom du fibrinogène, donc soit des cryoprécipités, soit IFC, c'est une nouvelle forme, je ne connaissais pas. Fibrinogène décongelé, ça c'est aux États-Unis disponible dans leur blood bank pendant 5 jours, enfin tout ça reste du fibrinogène. Et quand on voit, pour permettre de garder un fibrinogène
dans les seuils recommandés, c'est-à-dire supérieurs à 1,5, en général, quand on est vraiment dans la transfusion massive avec des ratios 1 pour 1 pour 1, et bien ça suffit pas. Il y a un moment, il faudra quand même rajouter du fibrinogène en plus. Il y en a dans les PFC, donc on en apporte à la phase initiale. Ne pas oublier, quand on est vraiment dans la transfusion massive, il faudra à un moment ou à un autre ajouter du fibrinogène pour garder un seuil supérieur à 1,5. Donc de toute façon, il faut doser et vous en ferez probablement. Donc pour le fibrinogène, quand on parle de facteur, une indication de mettre des très grosses doses tout de suite, mais des indications pour garder un fibrinogène supérieur à 2 grammes. PFC, une grande nouveauté. Le PFC, il fallait avant le décongeler. Il y a 4-5 ans, on mettait 70 minutes pour avoir des PFC au déchocage et à l'hôpital au CHU. Après, on a pu garder les PFC pendant 24 heures, donc on avait le droit d'appeler l'EFS en nous disant vous les décongeler et puis vous les gardez de côté parce qu'on pouvait les garder 24 heures. Et depuis le décret, là, en juin 2024, on peut garder le PFC décongelé. Si toutefois c'est du plasma sécurisé par quarantaine, il peut être gardé jusqu'à 5 jours à l'EFS. Donc aujourd'hui au CHU de Lille, on s'est tous mis d'accord pour avoir en permanence du plasma frais décongelé à l'EFS. C'est une grande chance, c'est pas possible dans tous les hôpitaux où vous travaillez. Donc c'est important quand vous êtes dans un bloc opératoire, dans un bloc de chocage, de dire est-ce que moi j'ai à côté de moi une EFS qui peut me donner tout de suite du plasma. Sinon, parfois c'est intéressant de faire des congés du plasma anticipé. D'autres fois, c'est plus la peine à aller parce que vous en aurez en permanence. Évidemment, ce plasma décongelé qui va être gardé depuis 5 jours, il ne peut être délivré que pour des prises en charge en urgence vitale. Pourquoi est-ce qu'on a absolument tout fait pour avoir ces plasmas très précocement? Ça, c'est une étude un peu ancienne que j'aime bien, parce qu'ils ont regardé dans un gros transcendateur le fait d'avoir un déficit en plasma par rapport au nombre de concentrés de globules rouges. Et dès la première heure du trauma, on voit des patients qui vont avoir un faible déficit en plasma, c'est-à-dire moins de 2 plasmas de retard par rapport au nombre de concentrés de globules rouges, ou ceux qui sont déjà très en retard, ceux qui ont 6 plasmas de retard, c'est-à-dire j'ai passé les 6 concentrés de globules rouges, j'ai toujours pas de plasma, et on voit la mortalité dès la première heure. Elle est vraiment augmentée, et le fait d'avoir un retard, d'avoir un déficit en plasma, va augmenter non seulement la mortalité, mais aussi va augmenter la consommation de produits sanguins. Donc, la première conclusion, c'est que quand on est dans l'hémorragie massive, j'insiste, on n'est pas dans un petit saignement au bloc opératoire qu'on va pouvoir contrôler rapidement. Quand on est dans l'hémorragie massive, il faut augmenter les ratios, mais pas uniquement, il faut aller aussi. Ça a été montré dans des études en pré-hospitalier, ça c'était un condensé entre l'étude de Pampers et l'étude Combat, une qui était négative, une positive, ils les ont réunis, et les patients qui bénéficient en pré-hospitalier de plasma frais décongelé avait un bénéfice sur la survie et à la 24e heure et encore à la 28e heure. Donc on s'est dit comment on fait pour aller encore plus vite et qu'est-ce qui est arrivé? Le plasma lyophilisé. Vous voyez à Lille, Anne Gaudier n'a pas changé, moins un petit peu quand même. Donc c'est pour dire que le plasma lyophilisé, on l'a utilisé depuis longtemps au CHU. Le plasma lyophilisé, c'est produit par l'armée, c'est un produit sanguin liquide, c'est à base de 10 donneurs, donc c'est un produit ABO universel. Ça se reconstitue très vite. Et maintenant, dans le commerce, alors des plasmas lyophilisés, on a dans d'autres pays différents, on n'a pas accès en France, mais on a 2 plasmas complètement différents. Ce plasma lyophilisé, qui est plasma de l'armée, produit sanguin labile, on a maintenant un plasma médicament. Plasma médicament, pourquoi c'est un médicament? Parce que c'est un mélange de sang donneur, donc ça a perdu le statut de PSL, et ça a maintenant un statut de médicament. L'énorme différence, c'est que autant le PIO, il faut qu'il soit à l'EFS, soit dans un dépôt de sang, autant le plasma, vous pouvez le mettre dans votre pharmacie, et c'est délivré par la PUI. La reconstitution est un petit peu plus longue et ça se conserve à température ambiante. Donc, on a plein de différentes sortes aujourd'hui de données du plasma. L'efficacité, il n'y a aucune étude clinique encore
ça a obtenu l'AMM, ça a obtenu l'autorisation d'utilisation, mais il n'y a pas d'études. Ça reste, ces produits évidemment beaucoup plus chers qu'un plasma décongelé. Donc je pense que dans un CHU, quand on est à Lille, on avait des plasmas de l'armée où on est en train de dire vite utiliser parce qu'ils vont se périmer. Quand on a à l'EFS juste à côté des plasmas frais en permanence décongelés, il n'y a plus d'indication à utiliser dans un bloc opératoire ou au déchocage ces produits qui vont être coûteux. Par contre, dans un hôpital un petit peu plus isolé, où c'est très compliqué de faire venir des plasmas, ou une maternité, ou un service où on a besoin de plasma en urgence, il y a une indication probablement à avoir des plasmas lyophilisés. Donc on ne peut pas donner vraiment une attitude organisationnelle calquée en disant on a fait ma procédure, parce que ça dépend vraiment de où vous êtes. C'est pour ça que c'est intéressant quand vous changez de stage. Il y a beaucoup d'internes, vous allez faire différents hôpitaux. Moi, en transfusion massive, c'est quoi la procédure ici? Combien de temps je mets pour avoir du plasma? Où est-ce qu'il est, etc., etc. Donc, dans le plasma lyophilisé, on a fait 7 études qu'Anne a publiées. Donc, je vous dis, en 2017, on était à peu près 70 minutes pour avoir du plasma décongelé au déchocage. Le fait d'avoir des pléios, on mettait 10 minutes, donc ça allait beaucoup plus vite. Et effectivement, le fait de mettre des plasmas plus précocement, ça permet de corriger le taux de fibrinogène plus tôt et plus durablement. Et il y a eu 2 autres études principales qui s'appellent REVIL et Préoplio pour voir est-ce qu'en préhospitalier, il y a une indication pour mettre très très précocement ces facteurs de coagulation. Donc là, c'était des traumas. Les patients recevaient soit une transfusion avec des concentrés de globules rouges plus du plasma lyophilisé, soit du sérum salé. Et l'objectif, c'était un score composite avec la mortalité et la décroissance des lactates. Il y a 430 participants, et quand on voit la différence sur cet objectif primaire, le fait de transfuser très très tôt, contrairement à combat et converse, n'améliorerait pas ce critère composite. Donc pas d'indication vraiment sur ces patients qui passaient très précocement une transfusion avec des pléios et des concentrés de globules rouges. Même chose dans l'étude Préoplio, qui était une étude française par les militaires et les pompiers de Paris, où là il y a 134 patients, donc 68 qui ont reçu du plasma, il n'y avait pas de concentré de globules rouges, soit du sérum salé, et il n'y a pas de différence ni sur la mortalité, ni sur la correction de la coagulopathie à l'arrivée à l'hôpital. Donc des études encore un petit peu contradictoires, pas nous, un peu en tout cas de préhospitalier, mais il faut être vraiment dans une situation de choc hémorragique et de coagulopathie, probablement pour faire démarrer la transfusion massive. On a fini pour les PFC, on a fini pour le fibrinogène. Maintenant, qu'en est-il des autres facteurs de coagulation qu'on a sous la main? Le facteur 7 activé, on a parlé tout à l'heure de concentré de complexe prothrombinique. Un mot, juste un seul sur le facteur 13 qui est encore dans ses recommandations, on ne le fait pas, absolument pas. C'est vraiment un produit très suisse, fait par les Suisses, publié par les Suisses et consommé par les Suisses. Donc il n'y a vraiment aucune indication à faire du facteur 13. Et juste un mot, je dirais, sur le calcium mélosé. Le Novo-7, c'est vraiment le facteur qui va déclencher la cascade de coagulation. Il y a un moment quand ça marche plus, il y a eu beaucoup d'études dessus qui étaient assez contradictoires. Je pense qu'on ne peut pas oublier le Novo-7 complètement dans un choc hémorragique. On va le faire une ou deux fois par an dans un contexte d'hémorragie massive. C'est toujours un produit qu'on doit faire en plus de notre transfusion, c'est pas à la place, mais c'est juste après la transfusion de concentré de globules rouges, de concentré de fibrinogène, de plaquettes, de PFC, chez un patient qu'on a essayé de réchauffer le mieux possible, parce que s'il n'y a ni rouge, ni fibri, ni plaquettes, ni PFC, il y aura zéro réponse à votre Novo-7. La posologie est maintenant de 80 gamma-kilo dans le choc hémorragique majeur. Voilà. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est exceptionnel. L'énorme risque du Novo-7, c'est le risque thrombotique et absolument. Votre malade, vous allez peut-être le guérir, mais il fera l'embolique pulmonaire 2 jours après. C'est pas traité l'embolique pulmonaire 2 jours après. On ne peut pas totalement oublier le Novo-7. Les concentrés de complexe prothrombinique, alors j'ai encore mis
l'explication, c'était pas bête, en disant on a un malade qui saigne beaucoup, ben avant d'avoir les plasmas lyophilisés, on avait dans nos frigos et dans nos placards des concentrés de complexe prothrombinique, ben pourquoi pas mettre ça? Les Lyonnais étaient très friands au déchocage de mettre des concentrés de complexe prothrombinique. Donc étude qui vient de Grenoble, à laquelle il a participé, il y a 300 patients qui sont arrivés. C'était des patients graves, on a participé, c'était vraiment le malade, il avait été traumatisé, il avait besoin d'un concentré de globules rouges dans l'heure, qui est un critère de transfusion massive. Et à ce moment-là, on faisait la réanimation classique, on commandait des roues, on commandait des plasmas, et soit on injectait 1 ml kg de sérum salé, soit on injectait 1 ml kg, ce qui correspondait à 25 unités kg de concentré de complexe prothrombinique. Et on s'est dit, ben, c'est logique, on va faire coaguler très très vite, il va m'enseigner, on consommera moins de produits sanguins labiles. Eh bien non, quand on regarde la consommation de produits sanguins labiles, il n'y avait absolument aucune différence de consommation, ça ne faisait pas m'enseigner, ça ne faisait pas moins consommer, et le problème c'est que ça augmentait le risque de thrombose. Donc aujourd'hui, alors qu'on a des plasmas lyophilisés, la capacité d'avoir des PFC décongés quand on a un gros bloc opératoire ou un gros transplanteur, je pense qu'il faut oublier, dans un cas d'hémorragie massive, sauf patient sous AVK, etc., les complexes prothrombiniques dans la prise en charge d'un choc hémorragique d'un patient qui ne serait pas sous antihypertension. Le calcium, ça coûte 1 centime, on en a dans tous nos tiroirs. Quand on saigne, on perd le calcium on en a besoin pour activer nos facteurs de coagulation, le calcium on en a besoin pour la vasoréactivité de nos vaisseaux, on en a besoin pour la contractilité myocardique. Je pense qu'il est totalement illogique de commencer à transfuser un patient qui a déjà perdu le calcium, à qui on va apporter des PFC, des plaquettes dans lequel il y a du citrate, de ne pas commencer par faire la première chose qui coûte 1 centime et qui peut rapporter gros, c'est-à-dire faire du calcium. Deux possibilités, soit du gluconate, soit du chlorure. Juste la différence, c'est que le chlorure est 3 fois plus dosé. Attention sur une voie périphérique, si la voie ne passe pas bien, ça va faire une balle nécrose. À ce moment-là, vous passez 3 ampoules de gluconate. Les recommandations sont assez du bon, va vous maintenir un calcium normal, donc c'est pas bien. Il faut corriger l'hypocalcémie. Les militaires sont beaucoup plus agressifs en disant dès qu'on transfuse, il faut maintenir un calcium ionisé supérieur à 1,2. Et tous les 4 produits sanguins, on va refaire une injection de calcium. Une nouveauté aussi, et je pense que ça va arriver, parce que les publications sont de plus en plus nombreuses, c'est du sang total. Quand on discute avec les UFS, en fait, c'est pas très compliqué de faire du sang total. C'est juste qu'il y a très peu de gens qui ont besoin de sang total. Donc c'est peut-être un peu du gâchis de mettre du sang total alors qu'on aurait besoin de transfuser contre concentré de globules rouges. Je n'ai pas sorti toute la bibliographie, mais une revue de la littérature et une méta-analyse qui vraiment vient de sortir. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de mettre une seule poche que de mettre une poche de rouge, une poche de plasma et une poche de... C'est plus facile. Ça fait pas... Toutes les études sont d'accord pour dire que ça n'augmente pas le risque d'infection et ça n'augmente pas le risque de réaction immunologique ou transfusionnelle. La publie en 2021 dit on n'est pas sûr que ce soit mieux que la réanimation 1 pour 1 pour 1. Et dans les dernières revues de la littérature, on a quand même l'impression qu'on met très rapidement du sang total par rapport à une réanimation 1 pour 1 pour 1. Et bien ça ne bouge pas sur la mortalité, par contre ça diminue l'utilisation de produits sanguins. Quasiment ça économise dans cette dernière étude qui vient de sortir à peu près 2,4 litres de saignement pour les prises en charge initiale. Donc là, dans cette dernière étude, il y a 348 patients, soit il anime 1 pour 1, soit du sang total. Et dans cette étude, la mortalité est diminuée, et la mortalité à 24 heures et aussi la consommation des 72 premières heures de sang total. Donc on n'en a pas encore aujourd'hui, je pense qu'on va avoir du mal à se passer de sang total. Il y a une étude en cours au SAMU du Parmi, à Calais, à Grenoble, donc on aura peut-être la réponse. Je vous ai donné vraiment des prises en charge plutôt dans l'hémorragie massive, plutôt dans le traumatisé. Quand on est au bloc opératoire, on n'est quand même pas dans la même situation. On est dans un univers qui est contrôlé. En général, on est là au moment où ça commence à saigner. Elle ne saigne pas depuis quelques heures. On a, j'espère, monitoré la température et fait en sorte que le malade ne soit pas hypotherme. On a
vérifier qu'il n'était pas sous anticoagulant et avec tous et qu'il n'y avait pas de coagulant préalable. Donc là, on peut vraiment céder aussi des techniques viscoélastiques et avec l'aide sur des critères viscoélastiques, être beaucoup plus ciblés et permettre la transfusion massive avec des ratios 1 pour 1 pour que je vous ai conseillé dans l'hémorragie massive du traumatisme. Ces recommandations, si vous voulez, j'ai absolument pas le temps de les détailler, les recommandations européennes pour, selon les chirurgies, comment gérer des saignements préopératoires. Et évidemment, référez-vous, il y a beaucoup de choses sur les fiches de la SPAR en réponse aux situations. Et je vous remercie.